Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Denis. Bonjour Perrine. Merci Denis de m'accorder ce temps. J'étais très curieuse de pouvoir t'interviewer pour mieux te connaître et te faire mieux connaître aux auditeurs d'Azimut. Tu as contribué à pas mal d'épisodes qui ont été très appréciés par nos auditeurs et j'aurais aimé te laisser la parole pour te présenter déjà dans un premier temps. Eh bien, je suis issu de l'Éducation nationale où j'ai travaillé pendant 26 ans, que j'ai quitté sur une grosse frustration parce que j'étais pas du tout satisfait, objectivement d'une part de la façon dont j'étais traité, mais plus généralement de la façon dont l'institution fonctionne. J'ai vu beaucoup d'élèves en souffrance, beaucoup d'élèves qui étaient malheureux, qui étaient parfois maltraités non pas par des gens malveillants, mais par des gens qui ne savaient pas s'y prendre, qui ne savaient pas comment faire. Quand j'ai décidé de quitter l'Éducation nationale, j'ai vraiment eu envie de me consacrer aux élèves, mais au lieu de le faire de façon très administrative, comme je le faisais dans l'Éducation nationale où j'étais personnel de direction, j'ai voulu le faire vraiment à leur contact et de façon très directe. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers l'accompagnement scolaire et l'accompagnement d'orientation. Voilà. D'accord, donc tu es sur ces deux axes-là aujourd'hui, le pré-bac dans la réussite et l'accompagnement scolaire, et puis le post-bac sur la partie orientation, c'est ça? Alors, en fait, je fais les deux et avec les deux niveaux. C'est-à-dire que j'ai voulu avoir une approche qui soit un peu originale, c'est-à-dire, mon but n'était pas d'être original, mais mon but était d'être vraiment le plus efficace possible parce que, en fait, la problématique d'orientation ne peut pas être séparée de celle de la réussite scolaire. Et pour la réussite scolaire, l'orientation, c'est aussi un gros moteur. Donc, en fait, moi, je fais les deux. Et je fais les deux en même temps. Il arrive qu'on me demande de ne faire que de l'orientation ou de ne faire que de l'accompagnement scolaire, mais finalement, le plus souvent, je fais les deux en même temps. Et j'accompagne aussi bien des lycéens que des étudiants. Alors, il est vrai que les étudiants, je les accompagne beaucoup dans l'orientation, mais j'interviens aussi auprès des étudiants, notamment parfois dans les écoles, sur les problématiques d'apprentissage et sur l'efficacité, apprendre à apprendre, la productivité, etc. Mais j'essaye toujours d'avoir une approche qui soit vraiment globale, c'est-à-dire ne pas séparer comment faire et le pourquoi faire et dans quel but. Voilà. Et il s'avère que je me suis rapidement rendu compte que beaucoup de mes clients étaient des élèves qui avaient des profils un peu particuliers, beaucoup d'élèves hyperactifs et beaucoup d'élèves à haut potentiel. Et j'ai regardé un petit peu tous les élèves que j'ai eus depuis 1 an et demi. Je dirais que pratiquement les 2/3 des jeunes gens avec lesquels j'ai travaillé étaient à haut potentiel et un bon tiers hyperactifs. Ce qui ne veut pas dire que j'avais que ça. Je veux dire que j'ai aussi eu des élèves qui étaient hyperactifs et à haut potentiel. Voilà. Parce que, évidemment, les deux sont possibles. Comment est-ce que tu expliques que justement tu aies une telle proportion d'enfants avec ces particularités qui viennent te voir? Je dirais malheureusement qu'il constitue une grosse partie des élèves qui sont en difficulté à l'école, parce que l'école ne sait pas les prendre en charge. Les élèves au potentiel, évidemment, il y en a une partie qui ne pose aucun problème. C'est des élèves que tout le monde adore dans les lycées, qui sont super brillants, qui sont investis dans toutes les associations, qui ont 19 au bac, etc. Mais il y a tous les autres, ceux qui n'arrivent pas à se mobiliser, ceux qui n'arrivent pas à se concentrer, ceux qui sont parfois un peu désagréables avec les profs parce qu'ils peuvent être parfois nonchalants ou parfois certains peuvent prendre aussi leur prof de haut parfois, ce qui fait que il y a une part non négligeable des élèves au potentiel qui ne se sentent pas à l'aise à l'école et l'école, même s'il y a des dispositifs qui sont prévus pour eux, l'école, dans la réalité des faits, les prend pas en charge. Et je me retrouve très très régulièrement avec des élèves qui sont même complètement décrocheurs et qui ont été bien identifiés comme étant HPI. Donc c'est une vraie problématique. Je pense que c'est national. Alors, enfin, moi je suis dans un petit secteur, mais je pense qu'à l'échelon national, c'est pareil pour tous ces jeunes-là. Et quant aux jeunes hyperactifs, c'est un peu la même chose. C'est des élèves qui ne savent pas se tenir en classe, qui sont impulsifs, qui coupent la parole, qui sont parfois procrastinateurs, etc. Donc,
ils n'ont pas du tout le profil scolaire non plus. Donc, ils se retrouvent en difficulté et ils cherchent de l'aide auprès des gens. Et puis, je commence à être un peu identifié aussi sur cette problématique-là, parce que les gens de mon secteur qui sont confrontés à ces élèves-là ont commencé à me repérer. Donc, c'est un peu un effet boule de neige aussi. Ouais, et puis le bouche à oreille, j'imagine. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi des associations qui ont parlé de toi, etc. Voilà, et puis bon, je suis intervenu sur d'autres podcasts aussi, donc voilà, je commence à avoir un peu ce projet, parce cette image, mais c'est bien parce que ça correspondait de toute façon au projet, de s'occuper des élèves qui ont des difficultés et que l'école ne sait pas prendre en charge. Est-ce que tu utilises des outils ou des méthodes particulières? Sur les outils, disons que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des ressources. Je travaille beaucoup avec des ressources qui viennent du Québec. Beaucoup de psychologues québécois travaillent sur l'hyperactivité. Donc, moi, les outils que je n'ai pas d'outils à proprement parler. En revanche, j'ai des méthodes sur la façon dont on doit travailler quand on a des problèmes de concentration, des problèmes d'attention. Donc, voilà, moi, j'ai travaillé surtout sur la méthode, sachant que de toute façon, ce qui est profitable à un élève hyperactif sera profitable à tous les autres élèves. Donc, j'ai un peu tendance à proposer la même chose à tout le monde, non pas par paresse, mais parce que je me rends bien compte que ce qui profite aux uns profite de toute façon aux autres. Voilà. Quant aux élèves à haut potentiel, là, je me trouve parfois obligé de les renvoyer vers des psychothérapeutes, parce que moi, c'est pas du tout mon approche. Moi, je suis pas du tout dans la thérapie, et ceux qui ont des difficultés qui relèvent du psy, là, moi, je peux pas les aider. Donc ça, cette limite-là, je la connais bien, et je fais pas du tout un accompagnement psychothérapique pour les élèves qui relèvent de ces problématiques-là. C'est clair. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe un déroulé d'accompagnement avec toi? Est-ce que déjà tu reçois l'élève seul ou l'élève avec ses parents? Est-ce que à quel moment les parents sont ressollicités ou pas d'ailleurs? Alors moi, je reçois toujours les parents et les enfants pour un rendez-vous de découverte, hein, de toute façon. Tous ceux qui me sollicitent, je les reçois, même si au final, on ne travaille pas ensemble. Le travail avec les parents, pour moi, est important, et les difficultés scolaires des enfants, souvent, viennent aussi de la façon dont ils sont pris en charge à l'école, mais aussi parfois dans la famille. Donc, pour moi, il est très important de travailler avec les parents. Donc, mon accompagnement est toujours dans les deux directions, l'ado et les parents. Ça dépend des circonstances. Il y a parfois des adolescents que je reçois systématiquement avec leurs parents, surtout les plus jeunes, parce que ça me permet vraiment de l'expliquer aux parents, séance par séance, comment procéder pour accompagner leurs jeunes. Sinon, je fais des comptes rendus de toute façon de séances pour les parents, pour qu'ils sachent exactement ce que j'ai fait et où je vais. Alors, quand il s'agit d'un bilan d'orientation pur et simple, je fais des bilans que si je fais un bilan écrit, si je fais l'intervention de moins 5 heures. Parce que parfois, on me demande d'intervenir sur des problématiques assez rapides, en 3 heures. Typiquement, j'ai été sollicité à mon Parcoursup pour des validations. Quand on me demande de valider des choix ou d'aider à rédiger des lettres de motivation, dans ce cas-là, je ne fais pas de contrôle. Mais autrement, oui, moi, je tiens beaucoup à avoir associé les parents, parce que les difficultés des enfants sont toujours inscrites dans une organisation globale. Et même quand il m'arrive de travailler avec des établissements dont je connais, par mon ancienne carrière, des personnes, j'aime bien aussi avoir des échanges, évidemment dans le respect de ce que veulent les jeunes que j'accompagne. Mais moi, je suis toujours très, très désireux d'avoir une approche qui soit la plus globale possible. Donc, j'ai parfois aussi des retours des psys qui m'envoient les jeunes, par exemple, parce que moi, j'envoie des jeunes vers des psys, mais parfois, c'est l'inverse. Voilà. Donc, moi, j'aime bien vraiment avoir une approche la plus générale possible. Est-ce que tu as identifié la question qui était le plus souvent posée par les parents qui viennent te voir et te solliciter?
Sur l'orientation ou d'une Oui, façon sur plus générale? l'orientation. La question qui m'est le plus posée, non, c'est pas vraiment une question qui m'est posée, c'est surtout des parents qui se sentent incompétents et extrêmement stressés par la procédure et par l'impression qu'ils ont que depuis l'instauration de Parcoursup, les choses sont devenues absolument super urgentes, super graves, etc. Donc, moi, mon discours, c'est toujours de rassurer les parents, leur disant qu'en fait, de mon point de vue, Parcoursup, c'est plutôt une chance par rapport à ce que moi, j'ai connu, par exemple. Il y a fort longtemps, à l'époque, il fallait faire la queue devant l'université le jour de l'ouverture des inscriptions, ou envoyer un dossier par la poste. Ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, les jeunes peuvent postuler dans n'importe quelle université, n'importe quelle école, en quelques clics. C'est super simple. Et puis, surtout, Parcoursup, c'est pas un système d'affectation automatique comme Affelnet, par exemple, pour l'affectation en seconde. Ça, c'est un logiciel qui affecte, effectivement, mais Parcoursup, parfois, pour plaisanter, je leur dis, Parcoursup, c'est jamais que Tinder. Hein. Ça met en relation des personnes, c'est tout. La décision est prise par les écoles, comme autrefois, rien n'a changé. Mais les parents sont très, très stressés parce que le calendrier est court, parce que les réponses mettent longtemps à venir et ils ont l'impression que, et les jeunes aussi, qui jouent leur vie le 8 mars à 23h59 quand ils cliquent sur l'envoi de leur vœu. Alors qu'à mon sens, les choses sont beaucoup plus simples. On s'engage dans une voie, mais voilà, on s'engage dans une voie. C'est comme quand on part en vacances, on monte dans la voiture, on n'est pas encore arrivé à destination, on peut changer d'avion en route. On peut décider d'aller au bout du roi, puis finalement d'aller à la Grande Motte, et puis non, finalement on part en Bretagne, et puis voilà, c'est comme ça. L'orientation, c'est pas... On s'engage pas dans la Légion le jour où on signe, où on envoie ses vœux sur Parcoursup. C'est beaucoup plus souple. Donc, c'est pas de question vraiment, mais une grosse angoisse, oui. Je pense que tu la connais, cette angoisse. Mais bon, les choses sont beaucoup plus souples. Le système scolaire n'est pas si mal fait. Il y a beaucoup de possibilités de bifurquer, de changer d'avis, de valider des choses, de les compléter ailleurs. Enfin, je trouve que il y a vraiment pas... Je trouve qu'il y a beaucoup d'angoisse, alors que finalement, on a un système scolaire qui est plutôt... qui est imparfait, mais qui est plutôt bien quand même. Et est-ce qu'il y a une phrase que toi, tu dis à chacun des élèves que tu accompagnes? Alors, c'est pas toujours la même phrase, mais l'idée, c'est toujours la même. C'est ce que je viens de dire. C'est tu ne joues pas ta vie en faisant tes vœux sur Parcoursup. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous décrire quand tu es satisfait d'un accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es satisfait, toi, quand tu ressens une satisfaction à la fin d'un accompagnement? Ben, c'est quand j'ai vu le jeune commencer à explorer un territoire qu'il n'avait pas envisagé et que je le vois s'animer, que je vois le plaisir, le sourire qui commence à partir, pas à partir, à apparaître sur son visage, au contraire, et que voilà, il sent qu'il est parti dans quelque chose qui l'enthousiasme. C'est ça qui est vraiment gratifiant. Et heureusement, ça arrive souvent, mais c'est vraiment ce moment-là qui est le plus agréable quand on a un jeune qui est perdu, qui ne sait pas vers où se tourner, et puis finalement dit ah bah ça y est, c'est clair, pour moi c'est cette voie que je vais choisir. C'est ça le grand moment. Malheureusement, il y a des cas où c'est plus difficile, ça prend un peu plus de temps, mais globalement, on arrive à ça et c'est ça qui est bon. Tout en sachant, enfin, moi, je le garde pour moi, mais tout en sachant que il est enthousiasmé par cette voie et puis il va trouver autre chose, peut-être plus enthousiasmant encore dans 2 ans, qui va le faire changer d'avis. Moi, je suis vraiment pas déterministe et je pense que ce qui est beau dans les études, c'est que on va rencontrer plein de gens, on va rencontrer des profs qui vont être enthousiasmants, des trucs qui vont l'être moins. On va avoir des opportunités qui vont s'ouvrir, des bourses qui vont être proposées, des projets. Et que, voilà, le jeune, il part en première année, il est enthousiaste, etc. Et puis, il va rencontrer plein de trucs sympas. Et c'est ça qui est bien. Moi, c'est vraiment le discours que j'essaye de tenir, c'est que effectivement, on s'oriente dans une direction, mais il y a encore plein de portes à ouvrir derrière qu'on ne connaît pas encore. C'est clair, ça me paraît très juste. Merci beaucoup, Denis, en tout cas de t'être présenté ainsi, de nous avoir un peu livré l'envers du décor de ce que tu proposes.
et de nous avoir explicité comment est-ce que tu faisais pour mener à bien les missions qu'on te confie, qui sont confiées par les familles et les jeunes. Donc, merci beaucoup de ta confiance et puis continuons à collaborer sur Azimut parce que j'aime beaucoup les épisodes auxquels tu contribues. À bientôt, Denis. Merci. À bientôt, Pierre. Au revoir. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.